Déjà, je tenais à remercier les organisateurs parce que nous avons quand même eu 2 jours de conférences des plus intéressantes où on se rend compte qu'il y a un gros challenge, que ce soit au niveau des modélisations, caractérisations, normalisation déjà des matériaux existants ou des technologies existantes. Mais comme vous allez pouvoir le constater, il existe peut-être d'autres matériaux qui vont vous apporter matière à réflexion pour réfléchir sur de nouvelles conceptions de produits ou améliorations de produits. Donc, c'est le but de cette journée, donc je vous en remercie encore. Merci Alain, merci à vous. Je m'excuse d'avance pour la qualité de ma voix qui ne va pas être extraordinaire, mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Elle est mieux que la mienne. Donc bonjour à tous, Thierry Delambre, donc société Imatech. Imatech, on va présenter un petit peu, on va faire une petite introduction sur le point de vue au froid et les textiles. Et puis après, une présentation donc, de nos 2 sociétés. Donc c'est pour ça que je ne vais pas en parler tout de suite, on en parlera après. Et puis après, on va vous exposer 2 exemples de matériaux textiles, donc fibreux, qui ont été ou qui sont en cours du moins de tests au grand froid et sur lesquels il y a des perspectives intéressantes de développement de divers nouveaux matériaux. Sachant qu'il reste tout à faire au niveau justement des tests, des procédures de tests à mettre en place. Et puis bien sûr, il n'existe pas de littérature, donc on est parti sur certaines choses qu'on a pu trouver, qui ont été, je dirais, qui nous ont permis d'élaborer des concepts théoriques et des concepts qui ont pu être plus ou moins validés après en ayant trempé ces produits-là dans de l'azote liquide juste pour vérifier que ce concept pouvait éventuellement être intéressant pour pouvoir continuer plus en avant. Il est où ton capteur ? Là-bas. Sabotage. Ah, pardon. Voilà. Donc d'un point de vue purement textile, alors il faut bien se rendre compte que le domaine du grand froid et le domaine textile sont pas en lien depuis longtemps. En fait, on s'est rendu compte que de plus en plus, et ce depuis seulement quelques années, il y avait des liens qui étaient en train de se créer. Alors c'est le cas aujourd'hui grâce à Inocold et Optex qui sont présents ici. Donc il y a des liens qui sont en train de se faire entre le froid et le grand froid et le textile. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand on pensait textile et grand froid, on se tablait beaucoup, vas-y Alain, à penser. C'était surtout, vas-y, fais passer la suite. C'était surtout orienté sur les équipements de protection individuelle. Donc au niveau du textile, on pensait beaucoup à ça. Alors on a vu hier et encore aujourd'hui que ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même une part au niveau de l'isolant. On a parlé un peu de fibre de verre ou de mousse chargée de fibre de verre. Donc, à prendre avec précaution ici, mais au niveau du textile, on avait souvent tendance à dire que ce qui était efficace au chaud, donc c'est une grosse problématique dans les textiles de protection, pour les pompiers, etc., pour les barrières feu. Donc on a tendance à dire beaucoup que ce qui est OK pour le chaud est aussi OK pour le froid. Donc il y a une petite amalgame qui est fait avec la résistance des matériaux au froid et l'isolation du matériau au froid. Donc il y a un petit amalgame qui est fait du point de vue textile dans cette réflexion ici. Et c'est toujours orienté beaucoup pour les matériaux, les textiles utilisés dans la protection individuelle. Mais on voit que on voit qu'il y a certains matériaux qui sont utilisés au chaud, qui fonctionnent très bien au chaud. On pense notamment aux aramides. Donc là, c'est un petit graphe que j'expliquerai un peu plus dans le détail après. Mais on voit que au niveau des aramides, on a des courbes qui sont ici pas très bonnes pour ce qui est de la tenue au froid, alors que c'est des matériaux qui sont utilisés au froid. Ils sont utilisés pour de l'isolation thermique, parce que ça fonctionne bien, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça fonctionne bien au chaud.
Donc on se dit, bon, bah, tiens, on va faire des gants et puis on va les utiliser pour faire de l'isolation au froid. Mais mécaniquement parlant, on voit qu'il y a des baisses de résistance mécanique. Là, on n'est pas à des températures très froides, on est à moins 80 degrés et on perd à peu près 15 à 20% de résistance mécanique. Donc on le voit encore ici, on le retrouve ici, donc l'aramide qui est utilisé pas mal pour les applications au chaud. On voit qu'il a des pertes de résistance mécanique de l'ordre de 1 kN par inch, bon, à des températures, donc là un petit peu plus poussées, à moins 100 degrés. Donc, ce qui est confirmé, ce qui confirme donc sur une autre source, c'est une source NASA, je crois, oui, c'est ça, une source NASA, donc qui montre que, bon, bah voilà, pour ce qui est de l'isolation, ça fonctionne peut-être bien, mais pour ce qui est de la résistance thermique, si on veut faire du composite, si on veut faire du structurel, bon, il y a certainement d'autres matériaux à utiliser et à trouver, ou du moins à tester. Donc la présentation ici vous est faite donc par Lenzing Plastics et par Imatec moi-même. Donc Lenzing Plastics, donc il y a Alain qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Donc là on est plus dans la production de matériaux et Imatec qui va plutôt être dans la transformation. Lenzing Plastics, c'est une société autrichienne. Là, nous allons parler aujourd'hui du département PTFE. Donc, je ne sais pas si des personnes ici connaissent le PTFE. Bon, j'ai une petite aide-mémoire. Le PTFE, c'est quoi ? Le PTFE, c'est une matière qui s'appelle le fluorite. C'est un minerai principalement en provenance asiatique, maintenant d'Inde également. Ce minerai combiné avec de l'acide sulfurique permet d'obtenir un acide fluorohydrique, lui-même combiné au chloroforme, qui permet d'obtenir le fréon 22. C'est juste pour... c'est un peu rébarbatif, mais... Donc le fréon 22 à haute température permet d'obtenir le tétrafluoroéthylène. Et lorsqu'on le polymérise, on obtient le PTFE. Donc, pour lesquels nous allons reprendre les diverses propriétés. On va vous expliquer un petit peu. Donc ce PTFE, nous l'achetons déjà sous forme de poudre, que l'on va transformer par un procédé qui a été breveté. En fait, comme vous pouvez le constater, ici, vous avez de la poudre. Nous allons rajouter un lubrifiant, c'est une forme d'hydrocarbure, qui va nous permettre d'obtenir une pâte après mélange. Cette pâte, elle va être pressée pour obtenir un bloc, qu'on va ensuite passer dans un autre extrudeur après un certain temps de réticulation, pour obtenir un jonc. Ce jonc, en fait, il va passer dans une calandre afin d'obtenir un film. Son film va être ensuite étiré et thermofixé à une certaine température afin d'obtenir un film avec des propriétés en termes d'allongement et de résistance mécanique sur lesquelles on pourra jouer justement en jouant sur le taux d'étirement pendant le process. Et ensuite, ce film il est découpé en monofilaments. Donc je dirais c'est une bandelette si on le regarde de très près. Ensuite, en jouant sur l'épaisseur et la largeur, on peut obtenir des monofilaments avec des résistances qui sont données et qui sont utilisées dans différents domaines d'activité. Comme vous pouvez le constater, on a toute une gamme assez vaste à ce niveau-là. J'ai oublié là. Pardon. Raté. Il faut savoir que Lenzing Plastics, ce sont deux entités. On va vous parler aujourd'hui uniquement du PTFE, mais il y a une complémentarité avec l'autre entité qui est de transformer des polymères sous forme de films et ensuite de les assembler en utilisant différentes technologies de contre-collage, de thermocalendrage et d'extrusion-couchage. Alors, on est un petit peu loin de la cryogénie. Par contre, ces technologies nous apportent une expérience en termes d'allongement pour pouvoir justement jouer sur les taux d'allongement sur la matière PTFE également, puisque c'est une technologie qu'on maîtrise. Et également, penser éventuellement à des assemblages avec des films pour obtenir des composites. Assemblages utilisant des structures textiles et des films. Et à cela, nous sommes présents dans différents domaines.
pardonnez-moi. Domaines d'activité qui nous permettent d'avoir des connaissances assez approfondies en ce qui concerne des normes pour le bâtiment, l'emballage, l'industrie du câble. Donc on peut, je dirais, profiter de cette expérience pour penser à l'avenir à une certaine méthodologie qu'on pourra appliquer dans le cadre de tests au grand froid. Donc, pour ce qui est d'Imatec, Imatec fait partie d'une structure plus étendue qui s'appelle UTTI. UTTI est une fabrique de textiles traditionnels qui sont utilisés pour l'habillement, l'ameublement, donc qui n'ont rien à voir avec le technique. Et depuis 2005, donc, il a été mis en place Imatec qui est au cœur des installations d'UTT. Imatec est un département, plus exactement, de fibres techniques avancées, dans le sens où on va essayer d'aller plus loin que les textiles techniques déjà existants en développant, en mixant des nouvelles fibres. Alors, même en allant plus loin que ça, on va développer des nouvelles fibres pour après créer des nouveaux textiles. Textiles qui vont ensuite, être utilisés dans le composite, dans les tressages, les tricotages, etc. Donc notre principale activité va être la recherche et développement, parce que justement, on ne travaille que des produits sur mesure, mais nous ne sommes pas laboratoire, nous sommes des producteurs, donc nous avons également des gros moyens de production. Nous sommes également équipés de laboratoires pour pouvoir faire des tests qui soient physiques ou chimiques. Et nous sommes intégrés, donc, grâce à UTT, Union Textile de Tourcoing Industrie. Donc, je ne l'ai pas dit, mais on est basé à Tourcoing, ici dans le Nord. On a la possibilité de teindre et de faire des traitements, voire des lavages, etc. Et également, on peut faire du conseil voilà, sur certaines applications, on peut tout à fait aider les gens à développer leurs produits. On a différentes possibilités. Donc, notre principal métier, donc, c'est de répondre à la problématique sur laquelle on doit travailler, quoi, hein. On va pouvoir être capable de travailler sur de la résistance mécanique, alors à la fois de la coupure ou de la fatigue ou de l'abrasion, de la résistance thermique. Donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que le textile, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la résistance au chaud, mais pas vraiment sur la résistance au froid. Bon, ça change, vous voyez, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. On va travailler sur de la résistance chimique. Bon, je passe les détails, on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, on a des possibilités diverses et variées qui vont du domaine très industriel, très lourd, jusqu'à du design ou de la décoration. Oui, on a parté parce qu'on n'a pas énormément de temps. Bon, il existe quand même très très peu de matériaux actuellement connus qui puissent être travaillés en contact direct à ces températures très basses. Bon, je pense qu'il en existe d'autres. Monsieur Vogt tout à l'heure a présenté d'autres matières comme l'indium. Donc c'était juste pour faire un petit point, un petit résumé de ce qu'il existe actuellement. Donc, nous, on va aller rentrer dans le détail. Maintenant, on va vous parler du PT-feu, du Vectran et des propriétés. On va peut-être vous les rappeler ou vous les faire découvrir. Alors, le PT-feu, tout le monde connaît le PT-feu sous le nom commercial donné par la société Dupont qui s'appelle le Téflon. Le PT-feu, on sait qu'il est très résistant aux produits chimiques. Il est quasiment inerte, hormis quelques produits chimiques, donc il peut être très intéressant à ce niveau-là. Il a une très très grande résistance aux ultraviolets et je dirais aux agressions environnementales. Donc ça peut être intéressant au niveau des applications extérieures. C'est un produit qui ne brûle pas parce qu'il faut 95% d'oxygène pour que le produit puisse s'enflammer. Et vous avez, des applications possibles dans le domaine paramédical parce que les bactéries n'adhèrent pas sur la molécule elle-même. Ça pourrait être intéressant, on en reviendra tout à l'heure pour les EPI justement. Bonne résistance à haute température, mais
j'en reviens à Monsieur Vogt, et on est un peu dans la même problématique que les matériaux qui résistent à haute température. On s'est rendu compte que le PTFE également résiste à basse température et garde des propriétés élastiques intéressantes. Très faible coefficient de friction, donc ça sera intéressant aussi, on en reviendra tout à l'heure sur quelques idées de concept. Et puis c'est considéré comme un bon isolant. Et il nous reste 5 minutes. Tu peux... Bon, quelques courbes, il est vrai, il n'existe pas grand-chose à basse température. Ici, vous avez le test d'impact, test Charpy. Bon, ça nous a permis de dire, tiens, sur un bloc PTFE, eh bien, en fait, il n'y a pas de casse. Et on conserve certaines propriétés. Donc, ça nous a permis de dire, est-ce que le fil pourra également se comporter de la même manière? On l'a trempé dans de l'azote liquide, ça fonctionne. Bon, après, il y a encore pas mal de travail de développement derrière. Je te passe la main. Oui, alors, pardon. Au niveau d'une autre fibre, donc on a parlé du PTFE qui existe maintenant en fibre et qui Matec transforme. Donc on fait des fils à la fois purs PTFE, mais également des fibres à base de Vectran. Donc vous avez vu les premiers graphes tout à l'heure. Donc Vectran qui est, je passe rapidement sur ses caractéristiques mécaniques qui sont assez excellentes, plus performantes que la majeure partie des aciers. C'est une fibre qui est sur le marché et qui est pas mal utilisée par l'aérospatiale pour justement ses applications, ses résistances mécaniques assez incroyables. Mais je passe rapidement. Un taux d'absorption minimum, une excellente résistance aux solvants, donc ils peuvent avoir un intérêt aussi également pour ce dont on parle aujourd'hui. Et après, des applications pour les composites. Je fais un petit aparté quand même sur les apports, la correspondance avec les températures. Donc on a une ténacité. Alors certains de mes clients, quand je leur parle du Vectran, me disent « Ah, c'est une fibre vivante ». Alors oui, si on veut, mais elle a la capacité de faire évoluer ses caractéristiques mécaniques en fonction de la température. C'est un thermofusible. Donc, quand on va le monter à des températures assez hautes, on va pouvoir monter un maximum à 200 degrés. Elle va perdre en résistance mécanique, c'est normal, mais qu'elle aura l'avantage de récupérer à température ambiante. Également, à l'inverse, donc ces deux petits graphes qu'on a vus tout à l'heure, on voit que le Vectran va pouvoir gagner en résistance mécanique à des températures froides. Donc là, ici, on est à moins 100 degrés, mais on voit que le Vectran va gagner en résistance mécanique. Donc, il va gagner jusqu'à 15 à 20% de résistance mécanique, alors qu'il va reperdre en revenant à température ambiante. Donc, il est, pour ses caractéristiques, il est utilisé aujourd'hui déjà par la NASA, notamment des exemples ici, la grappe de raisin autour de Mars Pathfinder, et puis des différents accessoires de navettes spatiales. Je ne l'ai pas dit, mais le Vectran est une fibre japonaise, qui est fabriquée par Curare. Donc, au niveau de notre contribution, eh bien, naturellement, avec les deux matières dont on vient de parler, alors il y en a d'autres, hein, mais qui n'ont pas soit été testées, soit en cours de test, soit méconnues, ou bref. On est capable, donc, comme on a des fibres versus d'autres fibres, on a la possibilité de pouvoir les mélanger intimement et de travailler différentes compositions, différents mélanges, pour avoir des souplesses, pour avoir de l'accroche, pour pouvoir faire des composites, pour pouvoir alléger des structures, pour avoir des structures souples. Donc, voilà, ici, c'est ce que je viens de dire. Et puis on peut faire des fils composites. Enfin bon, voilà. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai ramené ici quelques produits. Donc c'est des petits tricots, donc, ne serait-ce que pour toucher la matière, à base de Vectran, à base de PTFE et à base de mix avec le PTFE. Okay. Juste pour terminer, en fait, comme vous avez pu le constater, vous reprendrez avec quand vous recevrez la présentation, les différentes propriétés de nos deux fibres sont vraiment complémentaires.
Donc il y a des mélanges possibles qui peuvent justement aider les faiblesses de l'une ou de l'autre. C'est pour ça qu'on peut penser à des applications dans le domaine des presses étoupes, où justement le PT-feu peut être un petit peu limité au niveau de la vitesse de rotation, où il peut être un peu fragilisé, mais le Vectron pourra contribuer à améliorer cela. Le PT-feu peut améliorer les problèmes de cavitation, mais il faut avoir un support derrière qui peut donner une résistance mécanique. Et puis, dans les EPI, le PT-feu, ça peut être intéressant justement pour apporter un confort aux portées, au niveau des coutures ou du tissu en lui-même, mais ça peut aller plus loin parce que aucune matière n'adhère dessus, donc ça permettra de le sécher plus rapidement, d'éviter qu'il y ait un taux d'humidité résiduel qui pourrait, en contact avec le grand froid, créer des soucis sur la peau des personnes qui seraient amenées à utiliser ces vêtements de protection. Donc, et le Vectron peut être là aussi pour apporter des propriétés anti-coupure que le PT-feu n'a pas. Voilà en quelques mots. Voilà, donc excusez-nous, c'est assez rapide, mais il y a aussi d'autres possibilités. On a parlé des aciers inoxydables. Donc sachez qu'il y a des textiles en acier inoxydable, ça existe. J'en ai moi-même ici un petit exemple. Il y a des fibres en acier inoxydable qui font 8 microns, des fibres qui font 8 microns de diamètre, 12 microns de diamètre, 22 microns de diamètre, qui donnent des structures très souples et qui sont même utilisés pour faire de l'habillement et des vêtements de protection. Donc là, c'est pareil, les personnes qui sont intéressées, alors je ne fais pas passer les échantillons, mais les personnes qui sont intéressées peuvent venir les voir. Et pour rebondir sur les aciers inoxydables, ici, par exemple, ça n'a rien à voir avec la fibre. C'est un fil inox qui est entouré de ruban PT-feu et qui a été frité d'une certaine manière. Il y a une technologie derrière qu'on a développée également. Pour d'autres applications auxquelles on n'avait pas pensé au grand froid. Vous voyez, donc, il y a encore pas mal de champs de possibilités de développement et d'actions possibles. Et donc, j'espère qu'on pourra contribuer à vous apporter déjà de nouvelles phases de réflexion et puis participer à des développements. Donc en guise de conclusion, et pour faire une petite ouverture sur nos différentes collaborations possibles, donc nous cherchons des différents contacts avec les gens du froid, avec les industriels, avec les labos, pour nous aider à... Nous, on peut vous apporter notre savoir et nos connaissances sur les matériaux fibreux, mais on va rechercher donc justement des informations en rapport au froid. On va rechercher également tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les températures ambiantes, voire des températures chaudes, à savoir des textiles enduits, des textiles avec des différentes multisurfaces. On va chercher des cols, on va chercher des élastomères. Donc voilà. N'hésitez pas à nous faire part de vos savoirs ou de vos besoins ou de vos envies sur ces choses-là. Et naturellement, si vous avez le moindre besoin où on pourrait vous répondre, écoutez, n'hésitez pas. Hein. On est là, pas de souci. Donc voilà, merci de votre attention. Merci.